Bonjour Bassam Tan. Bonjour Frédéric Saillot de Razia Express. Nous voilà réunis aujourd'hui devant l'Institut du monde arabe pour évoquer le refus par le Maroc de réunir le sommet arabe, le prochain sommet arabe qui devait avoir lieu au mois d'avril. Et ce refus a été formulé par un communiqué daté du 19 février dernier, donc il y a une semaine, de la façon suivante. Le Maroc a décidé de céder son droit d'organiser une session ordinaire du sommet arabe. Je cite là les termes du communiqué. Alors on va commencer par rappeler que la Ligue arabe est une institution fondée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, et qu'elle réunit une vingtaine de pays du Moyen-Orient d'abord, dans un deuxième temps, rejoint par des pays du Maghreb après les indépendances. Et il semblerait qu'un des vices constitutionnels de cette institution soit sa division. Alors historiquement, il y avait déjà une division entre les pays influencés par l'URSS qui étaient sur un axe nationaliste arabe et d'autres pays qui, eux, étaient plus proches des États-Unis, comme l'Arabie saoudite, enfin quand je dis proche, c'est un euphémisme, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Donc actuellement, cette division perdure et s'opère selon d'autres rapports de force, avec notamment des facteurs des engagements américains au Moyen-Orient, de l'apparition de l'islamisme et du retour de la Russie au Moyen-Orient, avec notamment la guerre en Syrie actuellement. Est-ce pour cela que cette institution est impuissante, à cause de cette division, est impuissante à promouvoir une politique efficace sur les grandes questions qui agitent le monde arabe, et notamment la question israélo-palestinienne? C'est en tout cas, si vous me permettez de terminer ma question, c'est en tout cas un des principaux arguments utilisés par le communiqué marocain, publié par le ministère des Affaires étrangères. Que pensez-vous de ce refus du Maroc d'organiser le prochain sommet arabe qui devait avoir lieu en avril, comme je le disais, et qui finalement est repoussé de 3 mois pour avoir lieu en juillet en Mauritanie? Bassam Tan. Alors, je n'irai pas par 4 chemins. Je dirais que le roi du Maroc, Mohammed VI, a fait un coup de maître en déclinant cette offre. Et il suffit de lire ce communiqué si judicieux et de voir les sous-entendus. C'est-à-dire, le roi du Maroc montre que, en fait, ce n'est pas parce qu'il fait partie du Conseil de coopération du Golfe, à savoir cette union de pays comme l'Arabie saoudite, le Qatar, alors que lui, géographiquement parlant, c'est-à-dire le Maroc, ne fait pas partie du Golfe arabo-persique. Mais cela veut dire également qu'on travaille. On n'a rien contre ces pays arabes riches qui investissent au Maroc, mais cela veut dire qu'ils ne nous ont pas achetés. C'est-à-dire que le Maroc reste souverain dans sa décision, et même si ça peut quelque part déplaire aux pays arabes dans cette circonstance très délicate, cette période que traverse le monde arabe qui est si problématique, avec des pays en destruction, le roi du Maroc tient bon et il donne une grande leçon de diplomatie. C'est-à-dire, vous êtes les bienvenus, vous investissez au Maroc, le Maroc demeure un pays arabe, mais cela ne veut pas dire que le Maroc n'a pas sa politique propre, qui peut, comme en l'occurrence, décliner l'offre et dire non. Et ce non est lourd de sens, ça montre que peut-être quelque part la chancellerie marocaine n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe dans le monde arabe, que ce soit, bien que évidemment le Maroc ait participé à la guerre du Yémen, mais on voit de plus en plus une sorte de désengagement, d'un désaccord, mais dit avec beaucoup de tact.
Et là, permettez-moi de faire un retour historique, puisque vous avez posé le problème à juste titre d'ailleurs, de la Ligue arabe. C'est Anthony Eden, un Premier ministre anglais, qui avait créé cela pour exclure un peu la France et d'autres pays. Il considérait que le monde arabe était sa chasse gardée. Et dans la tradition de Laurence d'Arabie, cette Ligue arabe devait exister pour ne pas s'entendre. Et c'est là où on voit que le roi du Maroc, encore une fois, marche sur les traces de son père. Ce rappel historique est très important. Hassan II avait invité Nasser, parce que ces sommets arabes et la Ligue arabe n'existaient vraiment qu'avec Nasser. Hassan II avait invité Nasser avant la défaite de 67, en 64. Il l'avait invité après, en 69. Donc, le grand succès des sommets arabes, c'était Hassan II Nasser, le Maroc. Et là, Mohammed VI se place et dit non, avec de la diplomatie, qu'il y a un vrai problème. Je ne veux pas que cette réunion se tienne dans mon pays et que ce soit une réunion qui ne débouche sur rien. Et c'est là où il fait fort et il montre en fait que il n'est pas uniquement un roi très fort dans les affaires commerciales, les investissements, c'est un économiste. Il est aussi un fin diplomate. Et c'est la leçon que je retiendrai, moi, de ce refus, n'est-ce pas, d'organiser ça au Maroc. Mais revenons un peu sur les motifs de ce refus. Il faut d'abord rappeler que le Maroc a une constitution politique tout à fait particulière, dans la mesure où on peut qualifier le régime marocain de régime mixte, d'une certaine manière, dans la mesure où la constitution a été octroyée, la première par Mohamed V, je crois, ou Oui, Hassan II en 1962, au lendemain de l'indépendance. Et les diverses moutures allant vers plus de démocratie ont également été des constitutions octroyées. Il semblerait que donc dans le régime politique marocain, le roi soit considéré comme devant régner et ne pas gouverner. Or, tout l'équilibre des forces entre la capacité du roi de nommer et de révoquer et les partis donc qui se présentent aux élections proposent, eux, les lois et la politique, il semblerait que cet équilibre, ce rapport de force entre la chancellerie, comme vous disiez tout à l'heure, et le Parlement et les partis, soit l'objet de permanents enjeux, marchandages. Le roi, en effet, intervient beaucoup dans la politique internationale. Alors, il faut rappeler qu'actuellement, il y a un gouvernement islamiste, suite à la victoire des islamistes du parti Justice et Développement, le PJD, qui a connu un échec sur lequel on pourrait revenir éventuellement dans le fil de notre entretien, qui a été obligé de se coaliser avec un parti libéral, entre guillemets, dirigé par l'actuel ministre des Affaires étrangères, d'ailleurs, qui est à l'origine de ce communiqué. Donc, le roi mène une politique extérieure plutôt d'alliance, vous l'avez rappelé tout à l'heure, avec l'Arabie Saoudite, notamment dans l'intervention au Yémen, alors que le parti au pouvoir actuellement, le Premier ministre, est plutôt favorable au Qatar, à l'axe du Qatar et de la Turquie, en faveur des frères musulmans, dont le parti PJD est proche d'ailleurs. Donc, je reviens au communiqué. Ce communiqué cite en effet les crises majeures qui secouent les pays arabes à l'heure actuelle, le Yémen et la Syrie notamment, et l'Irak, dit ne pas pouvoir avancer davantage dans le prochain sommet arabe sur ces questions, étant donné les divisions au sein de cette institution, mais il cite
mais vraiment de façon très modérée, le cas de la Libye. Or, le Maroc abrite actuellement un dialogue libyen, un dialogue interlibyen qui donc réunit les deux parties, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc qui s'opposent entre Tobrouk d'un côté, c'est-à-dire les libéraux alliés à d'anciens kadhafistes, et Tripoli de l'autre côté, qui allie les frères musulmans précisément et les militaires. Au milieu, donc à Sirte, l'État islamique se développe et continuera à se développer près des sites pétroliers. Et l'État islamique n'est précisément pas nommé, cité dans ce communiqué oui, c'est tout marocain. là. Voyez-vous, c'est dans ce que vous avez dit. Je vous remercie. Vous avez fait un bref exposé de toute la situation du Proche-Orient. Et vous voyez sur quel fond vient se greffer ce communiqué et cette volonté très claire de la part du roi. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une grande leçon de diplomatie. Alors, serrions un peu nos problèmes. Le Maroc, le Qatar et la Turquie, en justement déclinant l'offre, le roi rectifie le tir. Il a été à Istanbul, l'hôte du gouvernement turc, il y a de ça un an, mais dans ce refus d'organiser le sommet chez lui, il se met un peu en retraite et son attitude est assez critique, c'est-à-dire quand il a vu que l'OTAN ne pouvait plus cautionner la Turquie, quand Erdogan bombarde les Kurdes, il ne faut pas oublier qu'au Maroc, on a une forte minorité qui sont les Amazirs, les Berbères, et dans la tradition monarchique, les rois descendent de l'union de sang entre les descendants du prophète arabe et le fond du Maroc, c'est-à-dire les Berbères. Et là, quelque part, ça peut écorcher un peu l'union nationale du Maroc quand la Turquie s'attaque à une minorité. Ça fait ressurgir tout le problème des différentes composantes d'une nation. Et là, je crois que la politique marocaine a très bien joué ces derniers temps en donnant beaucoup plus de droits aux Amazirs, aux Berbères. C'est-à-dire, le roi, voyez-vous, ne peut pas soutenir des gouvernements étrangers qui, quelque part, pêchent contre la politique que lui applique dans son pays. Lui ne veut pas, il veut une union nationale. Hein? Et là, avec ce que fait Erdogan, que ce soit en bombardant les Kurdes syriens ou le PKK en Turquie, ça fait un problème. Oublions cela. Vous avez évoqué, d'ailleurs, on remarque aussi que l'Égypte a aussi montré qu'elle n'était pas si chaude vis-à-vis de ce qui se passait, que ce soit en Turquie ou en Arabie Saoudite. Il est vrai que le Maroc a participé à la guerre du Yémen et qu'il a perdu un pilote. Mais ça veut dire quelque part, quand le roi refuse l'organisation du sommet, que même si vous investissez, vous, pays du Golfe, au Maroc, et que vous m'accordez des prêts, vous n'avez pas acheté le Maroc. Je suis libre de ma politique. Et c'est là où j'applaudis des deux mains le roi du Maroc. Parce qu'il fait vraiment preuve de volonté. Ce n'est pas rien que de dire « moi, je n'organise pas le sommet chez moi ». Hein? Alors, en sachant que l'Arabie Saoudite lui a promis 5 milliards, d'ailleurs, qui n'ont pas été entièrement... Mais c'est vrai que quand vous vous baladez au Maroc, vous avez des investissements du Qatar, des Émirats, de l'Arabie Saoudite, des Koweït, partout. Hein? Et c'est là où aussi, un point fort de la politique marocaine, c'est que ces gens investissent au Maroc parce que le roi a su préserver son pays de ce mauvais printemps arabe. Pour qu'il y ait investissement, il faut qu'il y ait une stabilité économique. Alors, l'exemple que vous avez cité de Libye, ça montre également
toute la finesse et le rôle à jouer. Parce que là, le roi entre en concurrence, en rivalité avec le Qatar, l'Arabie Saoudite, qui ont toujours voulu organiser chez eux des réunions pour réconcilier les uns et les autres. Tantôt c'était les Yéménites, tantôt les Palestiniens. Mais là, l'attitude de la chancellerie marocaine sous impulsion du roi montre bien que, je le dis peut-être pas d'une manière très explicite, je ne suis pas d'accord avec toutes ces politiques. Et c'est là où ressurgit le visage de Hassan II, qu'on le veuille ou pas. Un roi diplomate, fin. Hein. Et je crois que ça fera date, ce refus. C'est rare qu'un pays refuse d'organiser le sommet, parce que tout le monde veut avoir le sommet pour avoir un peu une sorte de quitus vis-à-vis du royaume et tout, vous voyez. Et là, je crois que c'est vraiment un pas très important. Mais je reviendrai au ministre Mezouar et son rôle là-dedans, si vous voulez. Oui, mais Bassam Tan, le dernier sommet arabe qui a eu lieu au Caire, en 2015, c'était juste après le début de l'intervention de la coalition menée par l'Arabie Saoudite contre la rébellion chiite au Yémen, qui s'appelait Tempête définitive, je crois, ou quelque chose dans ce goût-là. Ou la fermeté, qui reprenait le nom donné à l'intervention internationale contre l'Irak en 91, Tempête du désert d'ailleurs. Exact. Donc ce dernier sommet arabe du Caire en 2015 allait un peu dans la foulée de cette intervention dirigée par l'Arabie Saoudite et proposait la constitution d'une force arabe contre les organisations terroristes. Or, il semblerait qu'il y ait différentes appréciations de ce que sont les organisations terroristes. Est-ce que les Houthis sont véritablement des terroristes aux yeux de l'Arabie Saoudite et du Maroc à l'époque, vous l'avez rappelé? Est-ce que l'État islamique en Libye n'est pas une organisation terroriste à combattre en tant que telle par une coalition militaire émanant de la Ligue arabe? Oui, vous avez raison de mettre ça sur le même plan. Mais je vais vous rappeler la déclaration de Mezouar entre 2015 et 2016. À propos de la guerre du Yémen, il dit si on intervient, c'est d'ailleurs sous impulsion du roi, vous savez, toute la politique étrangère, c'est comme en France, c'est l'Élysée, là-bas c'est le roi. Alors vous avez parlé des ministres, c'est vrai que Mezouar a un ministère de souveraineté, mais Mezouar est quelqu'un qui a beaucoup de métiers, hein, et dans sa déclaration, il dit si nous intervenons au Yémen, c'est une sorte de guerre préventive. Mais quand le Maroc a refusé d'organiser ce sommet arabe un an après, c'est que peut-être on a senti que ce n'est plus une prévention. Cette guerre, en d'autres termes, a trop duré. Hein. Et là, de plus en plus, la coalition arabe s'effrite. Et c'est là où on voit la subtilité de l'attitude royale marocaine, c'est que, bon, on ne se retire pas, mais on n'est pas vraiment au premier rang. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être arrêter de casser l'infrastructure du Yémen. Hein. Et cette fenêtre de liberté, de réconciliation donnée à la Libye est un contre-exemple qu'il faut bien s'asseoir autour d'une table et arrêter les bombardements. Il en est de même, vous savez, les F-16, F-15 marocains ont participé apparemment au bombardement de Daesh en Syrie. Là aussi, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe la guerre de Syrie. Et dans quel sens? C'est beaucoup plus complexe parce que les joueurs dans cette guerre deviennent de plus en plus nombreux, hein, et peut-être que le Maroc ne tient pas à être au premier plan, à s'opposer aux Russes, ou quand il voit que finalement il y a eu trop de mensonges dans cette guerre de Syrie. L'histoire du chimique, qui maintenant c'est clair pour tout le monde que c'est pas Assad qui a utilisé l'arme chimique. Vous voyez, le roi du Maroc monte au créneau, à mon sens, franchement, hein, et montre
que c'est un grand roi diplomate qui ne fuit pas ses responsabilités et qui ose dire non à l'organisation. Ce qui s'est rarement vu cela. Alors, il y a une chose dont on n'a pas parlé, et là aussi on dit oui, mais ça c'est, bon, je dirais pas les mauvaises langues, mais on vous dira oui, mais parce qu'on lui a dit que Ban Ki-moon, il se peut que s'il vient à ce sommet au Maroc, il va aller à Al Aoun dans le Sahara, et c'est là, c'est le bas qui blesse, comment? Eh bien, si c'est vrai, ben, tant mieux, le roi a bien agi. Vous savez, moi je ne suis pas pour l'éclatement du monde arabe. Je crois que vous allez, les Oudayas à Rabat, c'est un peuple sahraoui à l'origine. Vous ne pouvez pas détacher la composante démographique du Sahara de tout le peuple marocain. Il y a des Sahraouis des deux côtés. Alors évidemment, ça pose un problème avec l'Algérie, vu l'histoire contemporaine de l'alignement de l'Algérie, qui cherchait à avoir sur l'Atlantique une fenêtre, non seulement pour elle, mais à l'époque pour l'Union soviétique. Le dossier sahraoui est aussi très complexe. Mais je veux dire, si on va critiquer le roi pour n'avoir pas organisé ce sommet chez lui à cause de la venue de Ban Ki-moon à la capitale Al Aoun du Sahara, je trouve à la guerre comme à la guerre, c'est bien joué de la part du roi du Maroc avec subtilité. Moi, je n'organise pas le sommet chez moi. Bon, si Ban Ki-moon va en Mauritanie et demande à aller après au Sahara, libre à lui. Mais il n'ira pas de Rabat. Et alors, vous voyez non, mais vous voyez, je trouve ce communiqué un petit chef-d'œuvre de texte diplomatique à détricoter, pour voir tous les sous-entendus et qui ne font que montrer qu'il y a eu un bon tandem entre le roi et son appareil exécutif, combien même, comme vous l'avez rappelé, que le parti qui gouverne aujourd'hui le Maroc, la majorité s'entend bien avec la Turquie, le roi prend ses distances avec tout le Moyen-Orient, la Turquie compris. Revenons à la situation politique du Maroc lui-même. Donc ce parti qui est au pouvoir, en coalition encore une fois avec le parti libéral présidé par le ministre des Affaires étrangères, ce parti proche des frères musulmans est venu au pouvoir en 2011 suite aux manifestations qui ont accompagné le printemps arabe dès janvier 2011 donc, au Maroc. Ce gouvernement islamiste a connu des échecs, notamment sur le plan économique, mais aussi sur le plan législatif, puisqu'il proposait de réviser le Code civil en y introduisant une dimension de loi islamique qui a été refusée par la société civile, qui s'est mobilisée à ce moment-là, un peu comme les sociétés civiles tunisiennes et égyptiennes se sont mobilisées contre les islamistes des frères musulmans au pouvoir dans ces pays-là. Cet échec, Bassam Tahan, est aussi l'échec de ce que l'on pourrait peut-être, vous me reprendrez si vous n'êtes pas d'accord, de ce que l'on pourrait considérer comme un lobby pro-frères musulmans ici en France, sur le plan médiatique, sur le plan politique et sur le plan universitaire même, des universitaires qui viennent défendre une politique de dialogue avec les frères musulmans, considérant, si je puis me permettre de résumer leur thèse, considérant que les frères musulmans dans les pays arabes, c'est un peu comme la démocratie chrétienne dans les pays européens, et que l'islamisme est solvable, diluable, je ne sais plus comment on dit, comment dire le mot, est dissolvable dans la démocratie. Que pensez-vous de cet échec des frères musulmans dans la révolution, dans le printemps arabe, et cet échec intellectuel du lobby pro-frères musulmans? Alors vous voyez, il faut rappeler que le parti qui est majoritaire, qui a gagné les élections au Maroc, et que le roi a accepté, c'était là aussi un geste très bien vu par le roi, parce qu'il a désamorcé ce printemps islamique en disant oui, bon, le peuple veut
Mais c'est un peu un cadeau empoisonné, parce que finalement, ce parti, bien qu'il ait évolué, hein, on ne peut pas dire que le parti de Abdelilah Ben Kiran, qui était le secrétaire général, qui est aujourd'hui le Premier ministre, n'a pas évolué. Si, il a beaucoup évolué. Parce que moi, j'ai eu l'occasion par 2 fois dans le passé, en 2003 et 2005, de débattre avec le Premier ministre actuel. Et on voit qu'il a changé ses positions. À l'époque, par exemple, il était très cassant sur le problème de la vente du vin et de l'alcool. Or, aujourd'hui, il n'aborde plus ce sujet. Il a abordé une fois en disant, comme les Iraniens, ils ne se mettraient pas à table pour négocier un contrat avec du vin à table. Il s'agit de Ben Kiran, c'est ça? Abdelilah Ben Kiran, oui, le Premier ministre actuel. Donc, vous voyez, on peut dire qu'il y a eu une évolution. Hein. Mais vous avez parlé du pouvoir du roi et de l'autre côté, le Parlement, l'organe législatif, l'organe exécutif, qui sont ces différents ministères. Le Maroc offre un exemple très intéressant à étudier en politique. Ça ressemble beaucoup à une période de l'Angleterre, mais je n'entrerai pas dans des parallèles historiques. C'est un exemple intéressant dans la mesure où il y a, malgré cette tension, hein, il y a des résultats positifs. C'est que, actuellement, le Maroc est un pays qui inspire la confiance, qui attire les investisseurs, hein, et qui est stable comparé à tout le reste du monde arabe. Ce n'est pas le cas de l'Égypte, ce n'est pas le cas même de l'Arabie saoudite, ce n'est pas un pays qui a été détruit ni par une guerre civile, ni... Et c'est là où on se dit, hein, une bonne leçon pour l'étranger, vous savez, il faut laisser ce monde arabe évoluer à son rythme. Peut-être qu'une monarchie, hein, constitutionnelle est beaucoup mieux adaptée au Maroc qu'une république démocratique à la socialiste, à la je ne sais pas quoi. Voyez-vous d'ailleurs, regardez, dans ce gouvernement actuel, l'extrême gauche, entre guillemets, avant, s'y trouve. Hein, le parti de gauche est encore au pouvoir. C'est ça, la grande leçon marocaine, je dirais. C'est que des gens de différents horizons, finalement, ont pu s'entendre, mais il y a toujours la tutelle d'un descendant du prophète, qui fait le ciment de la nation. Et ça, c'est très important. Qui est commandeur des croyants, d'ailleurs. Oui, mais vous voyez, par exemple... Quel est le sens exact de ce terme, commandeur des croyants? Commandeur des croyants, c'était donné dans le temps au calife. Hein. Mais on peut être commandeur des croyants sans être calife. Hein. Parce que calife, ça implique que c'est l'islam dans le monde entier. Or, le roi du Maroc n'a jamais prétendu vouloir être... c'est ça sa force, vous voyez. Comparer l'amour qu'a le peuple pour son monarque avec d'autres pays. Allez en Arabie Saoudite, laissez-moi, est-ce que les gens aiment le roi Salman? Pas du tout. Est-ce que, vous voyez, il y a toujours, tandis que là, vous demandez, on vous dit, oui, on aime le roi. C'est important. Donc c'est ce qui explique que le roi du Maroc ait pu désamorcer ah oui, sûrement. la bombe, oui. si je puis dire, des frères musulmans au Maroc, oui. Alors que ça a créé des conflits. Mais le parti de Ben Kiran n'est pas un parti de frères musulmans. Même de violence. Oui, donc, il y a eu quelques manifs. Il y a eu quelques manifs au Maroc. Mais je veux dire, revenons. Le parti de Ben Kiran ne prend pas la tendance belliqueuse qu'il faut aller faire la guerre sainte pour convertir le monde entier à l'islam. Alors que c'est dans les textes des frères musulmans, et beaucoup de gens des frères musulmans en Égypte le croient. Vous voyez, alors, il y a islam et islam. Quel est le lien entre le PJD, donc marocain, et les frères musulmans stricto sensu? Alors, je ne suis pas spécialiste de la question. Je vous dirais peut-être qu'au départ, il y a eu des va-et-vient avec les textes. Mais au niveau de la pratique et de l'évolution, on ne peut pas dire que le parti de Ben Kiran soit un parti des frères musulmans. Tous les partis islamistes se sont plus ou moins inspirés, soit des wahhabites, soit des écoles théologiques assez intégristes et fondamentalistes. Mais c'est ça la particularité du Maroc, c'est que c'est un pays qui n'a pas été conquis par les Ottomans. Il a sa propre histoire. Vous voyez, il n'y a pas eu le sunnisme ottoman.
le Maroc, pendant des siècles, a vécu hors du monde arabe, hors de l'Empire ottoman. Le reste du monde arabe, de 1516 à 1916, était sous domination ottomane. Ce n'était pas le cas du Maroc. Il a évolué avec le reste de la théologie, de la mystique andalouse, avec une jurisprudence différente, avec des rois arabes, mais croisés avec le substrat ethnique important du Maroc, du Maghreb, qui est, vous voyez, les Amazirs. Et là, je dirais, pour clore, c'est que j'ai dit au début que le roi Mohammed VI marchait sur les traces de son père Hassan II, hein, et là, je crois de plus en plus, on sent que c'est un roi non seulement grand économiste, mais grand diplomate, fin diplomate. Eh bien, merci Bassam Tahan. Vous avez bien expliqué l'originalité du Maroc qui explique donc cette position particulière qu'il a prise quant à la réunion du prochain sommet arabe. Nous serons probablement amenés à reparler de ce pays. Alors, je dirais merci à Eurasia Express, qui est également très original dans ses productions. Merci Bassam Tahan. À bientôt.